Bienvenue dans ce webinaire. Dans ce format volontairement un petit peu court, on va tenter de prendre un peu de hauteur autour de ce sujet BI et donner quelques éléments clés de cette tendance qui porte de plus en plus la BI dans le cloud. Et parmi ces clés, nous verrons que l'orchestration, de manière générale, est un de ces éléments importants dans cette transition vers le cloud et pour assurer le run de la plateforme. Donc, sans plus tarder, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Alors, cette présentation sera faite donc par Mohamed Abouri, et François Hill, qui est de SMA Technologies. Et sur l'agenda, je vous propose un petit état des lieux de la BI, dans ce que l'on en connaît aujourd'hui, je dirais. Et je vous propose ensuite de passer rapidement aux nouveaux enjeux de cette BI, de voir un peu les tendances techniques, de voir un cas concret avant de rentrer dans cette partie Opcon qui nous permettra de mieux comprendre un peu comment on peut assurer cette transition vers le cloud sur la partie BI. Du coup, tout le long de cette présentation, n'hésitez pas à garder de côté vos questions, à les noter et on y répondra. On propose un petit question-réponse en fin de session. Rapidement, une petite présentation. Incepti en quelques mots, deux petits mots. Incepti est une société spécialisée dans la valorisation des données d'entreprise. Et donc, nous accompagnons nos clients sur ces sujets liés à l'analytics de manière générale, les flux de données, la transformation des SI autour de cette partie data et l'optimisation, innovation par business par la donnée. Donc voici en quelques mots, mais recentrons-nous sur le sujet essentiel, la partie BI. Alors, au cours de nos expériences auprès de petits, moyens ou plus grands comptes, on a pu, nous, observer effectivement différentes pratiques, un historique autour de la partie BI, mais aussi des tendances qui se dégagent. Et c'est sur la base de ces éléments qu'on a fait un peu cette synthèse, qui ne se veut pas forcément, bien sûr, comme une vérité absolue, mais avec ce regard et cette expérience que l'on a, nous, sur nos différents clients. Et c'est à partir de ces éléments qu'on a tracé également un peu la vision qu'on vous présentera tout à l'heure et les enjeux. Donc, historiquement, la BI est née pour répondre à des enjeux assez focalisés, contrôle de gestion notamment, et on sent chez beaucoup de clients cet historique avec une BI qui propose des KPI en mode tableau, une BI qui est plus dans le constat, et qui donne des indicateurs un peu à l'image de ce qu'on voit ici, un écran, un tableau de bord de voiture, donc une BI qui donne notre vitesse, notre jauge à un instant T, celui à laquelle on regarde. Une BI qui a des cycles relativement longs dans son implémentation, liés à son architecture notamment, et qui du coup laisse peu de place à l'agilité dans l'implémentation de nouveaux besoins métiers. Et on voit régulièrement, on le verra par la suite, apparaître des problématiques de performance, notamment liées encore une fois à cette architecture, qui pour souvent repose sur des bases de données, des socles de données, qui ne sont pas forcément dédiés, orientés vers l'analytics, qui sont plus des bases de données transactionnelles. C'est une des problématiques qu'on retrouve régulièrement chez nos clients, pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix de socle analytique. C'est cette recherche de performance, ces problématiques de schedule dans les chaînes de nuit, etc., qui peuvent poser de nombreuses problématiques. Autre point assez marquant de l'état des lieux, on est souvent sur une BI qui est en mode batch, avec un chargement plutôt quotidien. Historiquement, ça répond vraiment aux besoins des premiers utilisateurs au niveau BI, à savoir contrôleurs de gestion et autres, qui ont besoin de voir une photo assez fixe, qu'un rapport qui sort le matin ne bouge pas quand on le rafraîchit l'après-midi.
Mais on sent aussi, de l'autre côté, on le verra par la suite, que ça entre un peu en contradiction avec de nouveaux besoins plus opérationnels qu'on peut voir apparaître. Et donc, en synthèse, on qualifie, nous, un peu toute cette partie-là de reporting assez institutionnel. On est aujourd'hui, chez beaucoup de clients, sur un reporting qui donne un état très institutionnel des KPI de l'entreprise. Si on devait dresser un schéma assez caricatural de cet état de la BI actuelle, et volontairement exécuté avec des pictos un peu vieillissants, c'est un peu ce qu'on a dans beaucoup d'entreprises. On voit côté gauche, effectivement, le SI avec les applications opérationnelles, le RP, etc., qui ont des problématiques de communication déjà entre elles. Et puis, côté droit, cette architecture décisionnelle, où par le biais d'une solution flux pour certains clients, mais parfois par du scripting pour d'autres, on alimente un socle décisionnel sur la base duquel on va faire du reporting, avec là aussi des outils qui sont plutôt institutionnels. Donc ça, c'est la caricature. Et si on rentre un peu dans cette caricature, je disais, parfois c'est un peu avec les moyens du bord, solution flux ou scripting par exemple. Si on décline ça à la base de données, c'est parfois avec une vraie base de données analytique, parfois plutôt une base de données transactionnelle un peu standard parce qu'on a ces compétences-là, on a ça à disposition, on a cette plateforme-là à disposition. Et ça traduit un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure, les difficultés que l'on peut avoir dans cette chaîne assez compliquée de réalisation, d'implémentation de nouveaux indicateurs métiers, où on doit faire du flux sur la base d'une demande fonctionnelle et construire un rapport, etc. Et donc avec un manque d'agilité, un manque de réactivité dans la mise en œuvre de nouveaux indicateurs. Donc c'est un petit peu la caricature de cette BI actuelle. Par contre, ce que l'on voit, nous, apparaître en parallèle, c'est au-delà de cet aspect du constat, c'est que dans ce contexte économique et dans cette entreprise qui est de plus en plus dynamique, on voit vraiment apparaître qu'au-delà du constat que j'évoquais tout à l'heure de la BI, il faut désormais vraiment anticiper, comprendre plus finement les problématiques et vraiment aller dans cette logique d'anticipation, voire d'automatisation de certaines actions business. Et ça, c'est un élément fort et c'est un élément qui devient important dans cette logique concurrentielle qu'on peut avoir à cette entreprise de plus en plus dynamique. Autre enjeu important que l'on voit de plus en plus, on a une évidence qui est dans toutes les têtes, c'est effectivement de plus en plus de volume, et ça c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a de plus en plus de volume, mais aussi surtout de plus en plus dispersé, dans un site très éclaté. Autrefois, le best-of-breed, très éclaté en interne, mais aujourd'hui, qui éclate aussi dans le cloud, avec des applications de plus en plus portées dans le cloud, des applications de plus en plus spécialisées, etc. Donc des données qui sont vraiment de plus en plus dispersées. Et qui dit dispersion, dit de fait, pour pouvoir produire ces indicateurs, un réel besoin de synthèse, avec une synthèse qui est de plus en plus compliquée à réaliser pour approcher ces différentes données qui proviennent d'applications différentes. La synthèse n'empêche pas le besoin d'exploration, parce qu'encore une fois, on a besoin de comprendre, et qui dit comprendre dit de driller, de descendre dans ces données. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile avec les solutions standards, et c'est un des enjeux importants pour nos utilisateurs. Or, le tout de ces problématiques, de ces deux grosses problématiques, apparaît dans un monde de plus en plus en effervescence, on l'a dit, avec une entreprise de plus en plus dynamique, où l'enjeu autour de la data, sur l'aspect concurrentiel, est de plus en plus important. Et au-delà de la maîtrise de la data, c'est l'agilité, la réactivité que l'on peut avoir autour de la mise en œuvre. On peut, à l'image de ce qu'on peut avoir au sens business, introduire cette notion de time to market. Donc le time to market est aussi un élément de plus en plus important dans nos projets. Donc, ce qui suppose une réactivité dans l'analyse
des indicateurs que l'on veut mettre en place, du marché, du contexte, de la partie technique. Mais au-delà de tous ces aspects-là, la data a un réel rôle aujourd'hui dans l'optimisation des process business, voire même de l'innovation par la data pour pas mal d'entreprises. Donc les nouveaux enjeux que l'on voit, les grandes tendances apparaître et les points clés qui sont de plus en plus évidents pour nous, c'est, même si la qualité de données était un élément important, aujourd'hui, au-delà de la pure qualité, on va parler plutôt même de gouvernance et de trust. Les utilisateurs ont besoin d'avoir confiance en cette donnée, ont besoin de comprendre les précautions d'usage liées à telle ou telle information, à tel ou tel indicateur. Et il y a vraiment un enjeu autour du data trust. Quand on n'est pas confiant sur un socle de données, une source, on prend cela avec des pincettes, on finit par trouver des raccourcis pour aller chercher soi-même l'information et du coup disperser un peu cette vérité et se présenter en réunion, par exemple, avec des choses qui nous sont propres et avoir des contradictions avec les indicateurs d'entreprise. Un autre élément important, c'est un peu ce qui est né effectivement autour de ces problématiques qui étaient amplifiées par ces sujets de RGPD, du Cloud Act ou autre, c'est cette partie éthique de la donnée. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de voir les choses. Nous, on préfère la présenter de ce côté-là, hein, data éthique, c'est qu'effectivement, plus qu'une contrainte, aujourd'hui, nous, on pense que ça peut apporter une valeur à l'entreprise. Et que donc, l'image de l'entreprise peut passer aussi par cette construction de la marque éthique de l'entreprise. D'être data responsable, comme on pourrait être écologiquement responsable, d'être data responsable, d'avoir cette éthique-là. C'est un élément qui est de plus en plus important, y compris dans la communication et avec nos clients et pour construire la confiance avec les clients finaux. C'est un élément qui est vraiment, vraiment de plus en plus important. Sur la partie accessibilité aux données, aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, on était sur des time to market, j'allais dire très longs. Il faut que l'utilisateur final puisse avoir accès à cette information. Alors, on parle beaucoup de data viz, de self-service d'un point de vue reporting, mais ça doit aller aussi au-delà. Au-delà des analyses, de l'autonomie dans les analyses, l'utilisateur veut aussi pouvoir avoir accès aux données in fine. Donc, l'accessibilité vers ces données, l'utilisateur final est un élément important. Le corollaire de cette partie data trust que j'évoquais tout à l'heure, et ici le data lineage, on a besoin d'avoir cette traçabilité. D'où vient l'information? Quelles sont les précautions d'usage liées à cette information? Et ça, c'est quelque chose qui passe par ce data lineage. Au-delà de la compréhension, c'est aussi ce qui permet de favoriser la maintenabilité de ce que l'on a produit, l'analyse d'impact. Si j'ai une évolution sur un des systèmes sources, je sais exactement ce que je dois impacter sur le système cible. Donc le data lineage, en quatrième point. Pendant longtemps, on a beaucoup parlé du big data, et de plus en plus, ce mot se transforme un peu. On gagne plutôt maintenant en largeur. On parle du wide data. On sait effectivement qu'il y a beaucoup de données dispersées. Et le but, c'est maintenant de pouvoir facilement rattacher ces données tierces à sa réalité. C'est un vrai enjeu de pouvoir lier ces informations que l'on va chercher, open data et autres, à sa réalité. Et ce n'est pas un exercice simple. Le time to market, j'en ai un petit peu parlé, c'est cette agilité, cette réactivité à conduire les projets data pour produire nos indicateurs. La data interaction, de plus en plus, on a besoin d'interagir avec la data, et au sens BI, demain, c'est par le langage naturel, par la réalité augmentée, le tout stimulé à l'intelligence artificielle. On parle de business intelligence augmentée. On a besoin de pouvoir interagir avec ces indicateurs et être plus dynamique que l'on était avec un outil traditionnel.
Et là, on voit un peu tout le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure, ce côté powered by data, c'est au-delà de tout ce qu'on évoque dans la digitalisation, etc., c'est ce besoin d'aller optimiser, automatiser par la data, et ça rejoint le côté analytics, hein, la BI, autour de toutes ces tendances que vous pouvez voir apparaître, comme le RPA, etc. Pour traduire un peu cela, rapidement une courbe qui permet de dresser un peu ce topo. Aujourd'hui, vous avez à gauche cette capacité que l'on peut avoir à partager plus ou moins bien et à gouverner sa donnée. La plupart des entreprises aujourd'hui sont quand même plutôt dans cette deuxième position, à savoir de pouvoir offrir des rapports assez standards, donc de l'analyse décisionnelle et, et un peu de self-service par un petit outil de database. C'est un peu aujourd'hui ce que j'évoquais dans l'état de l'art. Beaucoup d'entreprises sont à ce stade-là. Les next steps, on les voit un peu dans cette courbe de maturité autour de la data que j'évoquais. C'est effectivement d'aller plus loin dans l'exploration autonome, dans la visualisation des données, et donc dans ce côté beaucoup plus opérationnel, à contrario de ce que j'évoquais tout à l'heure, le reporting institutionnel. Et du coup, avec cette continuité qui va plus vers des analyses avancées, alors je parle ici du prédictif, mais on pourrait parler du géospatial, du text mining, etc., du machine learning, où là, au-delà de se poser la question de ce qui s'est passé, de ce qui va se produire, c'est quelle est effectivement la meilleure réponse à apporter. En parallèle de cela, quelques éléments de tendance. Je vais passer rapidement sur ces éléments-là. Je pense que c'est des choses assez évidentes et que vous vivez tous les jours, mais bien sûr, la cloudification, les analyses avancées. Aujourd'hui, on doit produire de plus en plus d'analyses diversifiées. J'en donnais quelques exemples. Et parfois au travers d'outils différenciés. J'ai un outil pour le reporting institutionnel, un outil pour la data vise, un outil pour mes analyses prédictives, géospatiales, etc. Donc une multiplication des outils aussi qui va en face. Le data ops, on parlait d'agilité, etc. Donc derrière, on voit naître, dérivé un peu du DevOps, cette méthodologie collaborative de gestion des données où l'objectif c'est du coup d'améliorer la communication, l'intégration entre les utilisateurs métiers et la technique pour aller dans un circuit de plus en plus court. Le data sharing, aujourd'hui on voit des acteurs cloud ou autres qui commencent à proposer cette notion de place de marché de la donnée dans laquelle vous allez pouvoir partager, acquérir des informations qui viendront compléter la vôtre. Autre tendance, c'est la multiplication des technologies bases de données avec différents usages. On a bien connu l'OLTP, OLAP, un peu standard, mais on est passé à des bases analytics verticales, avec maintenant du in-memory, avec aussi des bases graph et qui répondent à différents usages. La containerisation, au moment où on parle de plus en plus d'applications analytics, on voit se multiplier ces applications et la containerisation devient une réponse. Et en parallèle de ça, j'évoquais le chargement batch et ce côté besoin d'opérationnel. On est sur le data streaming qui nécessite vraiment une connexion live aux données et un push de données en live. Et enfin, toujours sur cette partie gouvernance, sécurité données, de plus en plus, on sent un retour vers la gouvernance, le MDM, le PIM. On voit de plus en plus nos clients revenir sur ces sujets. Alors ici, c'était un petit exemple d'un use case client qui est en train de migrer d'un SI un peu standard, j'allais dire, avec une BI actuelle et un reporting sous Business Object, qui travaille avec des données externes de type API pour du calcul de latitude, longitude, zone de chalandise, etc., de l'intégration de données publiques, de données météorologiques agrégées aussi, que l'on faisait par le passé directement sur l'ancienne base, mais qui est effectivement dans cette logique de migration, on le voit en pointillé rouge, vers une plateforme cloud, à savoir ici GCP, et de reporting via Tableau.
Donc aujourd'hui, il y a aussi cette transition à gérer. C'est ce que l'on est en train de faire chez ce client-là. En parallèle de son existant qui doit continuer à vivre, on est dans cette transition vers ce socle cible. Alors, sur les use cases, si je devais faire une synthèse des besoins, ici il s'agit donc de construire de façon industrielle, agile, un socle de données fiable, cœur des analyses ont vraiment diverses, institutionnelles, opérationnelles, très avancées, et donc une multiplication des briques et de l'ordonnancement à gérer entre ces briques-là. Et de ce fait, l'ordonnanceur joue effectivement un rôle très important. Pour en parler, François va vous présenter un peu la solution Opcon. Merci Mohamed pour cette première partie dédiée aux enjeux et aux tendances de la BI. Bonjour à tous. Donc je suis François Hill, directeur de la stratégie produit chez SMA Technologies. Nous allons pivoter un poil, comme l'a dit Mohamed, pour nous concentrer un petit peu sur l'aspect automatisation, ordonnancement autour de la BI et parler d'Opcon. Alors, vraiment rapidement, donc la DSI doit faire face à des challenges majeurs, pour rappeler notamment induites par la transformation digitale, faire face aux géants devenant toujours plus grands et aux startups qui rentrent dans un marché pour le disrupter. Il est donc nécessaire de s'adapter et de transformer la façon de créer la valeur. Les entreprises évoluent et amorcent cette transformation digitale avec une APIisation et une plateformisation du SI, où la BI, effectivement, devient un facteur stratégique pour la prise de décision. Ça, c'est vraiment pour rappeler un petit peu les cas. Et donc, évidemment, l'évolution des architectures avec le cloud hybride, c'est-à-dire un bout d'Azure, un bout d'AWS, Google Cloud et d'autres, IBM et compagnie, les applications SaaS, le on-prem dans le viseur également. Le challenge est de faire dialoguer tous ces environnements ensemble afin de contrôler et d'orchestrer ces flux de données et process pour répondre à ces demandes, qu'elles soient proches du temps réel, mais également à ces demandes et ces besoins batch pour les traitements plutôt planifiés. Donc rapidité, agilité et intégration pour alimenter, encore une fois, des dashboards, du reporting à la demande et enrichir les applications et les services par de la data plutôt type smart. Donc l'automatisation et l'ordonnancement ou l'orchestration de ces processus et du data pipeline est inévitable pour répondre à cette demande. Donc la démultiplication des process et du nombre d'intégrations nécessaires commence à poser un réel challenge pour la visualisation et le suivi des flux automatisés. Donc, par exemple, encore une fois, pour rappeler ce que Mohamed disait, avec le tout code qui devient au fur et à mesure un petit peu incontrôlable une fois passé en prod, car pas forcément de moyen de suivre ou de contrôler la globalité de l'automatisation, ou alors quand on a un bout dans du Azure Function, quelques PowerShell sur des serveurs AWS, du Python sur des serveurs Linux avec des cron derrière, et puis par exemple des batch talent Java containerisés sur du Kubernetes. On voit bien, il y en a un petit peu partout et potentiellement plusieurs silos techniques où tout le monde et réellement personne ne contrôle vraiment la globalité d'une manière cohérente. Donc, tout cela sans visibilité, ce qui va tourner sur ce qui va potentiellement tourner dans le futur ou ce qui est en train de tourner, et d'avoir bien sûr une vision globale sur les interactions entre chaque système et flux. Donc s'ajoute à ça les besoins de changement continu des applications, mais aussi des mouvements de données, le tout avec une disponibilité 24/7. On le voit rapidement, les challenges liés à l'automatisation dans ce contexte sont nombreux. Donc une plateforme d'automatisation et d'ordonnancement, ça permet de répondre à cette problématique. Donc une plateforme complète se doit de fournir certaines fonctionnalités de base pour s'assurer d'un retour sur investissement, mais surtout de répondre aux enjeux que nous venons d'évoquer,
d'évoquer est d'accélérer la mise en place des projets tout en réduisant l'effort de suivi et de gestion opérationnelle. Donc, quelques fonctionnalités pour rappeler un système multiplan donc, qui va permettre de planifier et de visualiser les workflows, les interactions entre les process à l'avance et potentiellement agir sur certains workflows pour des journées particulières sans impacter les autres. Un système événementiel pour la partie vraiment dynamique et les traitements proches du temps réel. Avoir et fournir des intégrations de type connecteur ou agent vers une variété de systèmes et applications. Pour en nommer quelques-uns, DataStage, SAP, ServiceNow, Informatica, Talend, Infor, Salesforce, Cegid, Azure et tout un tas d'autres systèmes, tout en faisant le pont avec le legacy, et donc les infrastructures on-prem, les mainframes du type IBMI, IBM Z ou Unisys, tout ça pour une intégration simplifiée. Un système de transfert de fichiers intégré entre interplateformes. Également la possibilité d'exécuter des tâches à distance sans avoir ce coût d'installation d'agents sur des systèmes Windows et Linux. Et puis une plateforme containerisée, on en parlait tout à l'heure, pour un déploiement simple et un support des infrastructures de type Kubernetes pour une haute disponibilité, mais également l'indépendance d'infrastructures, c'est-à-dire une plateforme qui pourrait être portée aussi bien sur un cloud public, Azure, AWS, Google, ou sur une infrastructure cloud privée ou on-prem. Une API REST pour bien sûr interagir avec la plateforme depuis l'extérieur. On peut penser à des webhooks par exemple. Un système de versionning des workflows et des scripts embarqués. Et bien sûr un connecteur universel web service pour faciliter l'intégration des applications de nouvelle génération, et aussi partager ces nouvelles intégrations. Et une interface graphique de création et de suivi centralisé, évidemment, fournissant en plus des vues simplifiées pour l'impact de métier. Donc l'idée étant vraiment d'investir du temps et de l'intelligence au profit des tâches à forte valeur ajoutée plutôt que de réinventer la roue et bien sûr derrière laisser la plomberie à la plateforme d'automatisation. Donc avec SMA Technologies, Opcon est donc l'ordonnanceur, la première plateforme d'ordonnancement et des traitements IT à être conteneurisée, qui fonctionne aussi bien dans le cloud qu'en data center on-prem pour supporter justement ces charges de travail en environnement hybride. Donc juste rapidement, SMA Technologies, c'est 40 ans d'expérience dans la modernisation de l'IT par l'automatisation, avec aujourd'hui plus de 1000 clients dans le monde qui nous confient l'automatisation de leurs process les plus critiques. Opcon est capable réellement d'adresser les besoins d'automatisation de bout en bout sur à peu près tout type de plateformes et d'applications avec une administration et un suivi centralisé. Donc on a également un module deploy qui permet de gérer la gestion des changements et des versionning des workflows et des jobs, permettant d'appliquer les règles de transformation lors d'une promotion d'un environnement, par exemple dev, vers un environnement de test et vers un environnement de production, avec des règles de transformation pour changer les machines, par exemple les comptes utilisateurs, des tokens ou des URL, à peu près tout ce qui va varier d'un environnement à un autre. Avec un système de déploiement par lot et son système de simulation des déploiements avec rollback possible à tout moment par simple clic. Et bien sûr, un historique des changements et un audit pour assurer la traçabilité des opérations. Self-service, on en a parlé tout à l'heure, en fait, c'est un module additionnel qui permet aux utilisateurs en fait, d'interagir et de déclencher des workflows à la demande à travers un portail web. Ce portail qui abstrait la complexité technique des workflows et à travers un simple bouton et un formulaire de paramètres lorsque c'est nécessaire qui permet de déclencher une chaîne complète d'actions. Donc rien de plus à connaître finalement qu'une simple pression sur un bouton pour déclencher le traitement à la demande. Donc, par exemple, que ce soit pour la génération de rapports à la demande, une demande de provisionnement d'un environnement ou refresh de jeux de données, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Ce portail donne de l'autonomie aux utilisateurs qui seront libres de lancer leur processus comme bon leur semble, tout en restant sous contrôle. Self-service, c'est vraiment libérer l'IT des demandes intempestives tout en supportant ses utilisateurs. Ensuite, la partie vision, qui est quant à lui un dashboard temps réel qui fournit une macro-vue
des opérations, donc de ces workflows, par un système de cartes et code de couleurs avec des pictogrammes, permet en un clin d'œil de comprendre l'état des services, donc par un système de tags intelligent qui se trouve positionné sur les tâches. Vision permet une vue synthétique pour suivre l'état des workflows et éventuellement l'impact métier. Car Vision va également suivre les SLA sur ces processus, sur ces process, pour générer des alertes de façon proactive. Bien sûr, avant rupture, afin d'aider la résolution des problèmes latents avant même qu'ils n'arrivent. Donc les bénéfices donc bien sûr avec Opcon comme chef d'orchestre, les bénéfices sont multiples. La visibilité des flux et plans d'ordonnancement, donc une gestion des incidents simplifiée grâce au système de notification et cartographie des flux qui permettent rapidement d'identifier un souci. La visibilité de l'impact sur le métier par sa macro-vue, de facto moins technique. D'ailleurs, vous avez certainement rencontré cette situation où ça fait plusieurs jours que tout semble se passer correctement, mais en réalité, nos dashboards sont faux, car le refresh de données ne passe pas correctement, mais rien n'est remonté, donc une erreur plutôt silencieuse. Ou alors cette situation où un traitement bloque un fichier de data est manquant, sans vraiment pouvoir retrouver quel process est censé l'alimenter, parce que toute la plomberie est éparpillée un petit peu partout. Un contrôle centralisé va vraiment permettre d'éviter cette situation et de garder le contrôle sur ces opérations. Et donc, automatiser aussi par une plateforme structurante, c'est également augmenter la qualité en réduisant les erreurs et en apportant des standards pour une meilleure collaboration. Avec notre plateforme en version conteneurisée, c'est aussi profiter de cette haute disponibilité des technologies du cloud, telles que Kubernetes, pour tendre vers du zéro downtime. Simple et rapide à mettre en place, mais également simple à maintenir et à mettre à jour. Donc voilà, donc en collaboration avec Incepti, donc c'est également la réussite déjà de plusieurs projets d'automatisation pour la BI en France. Donc venez rejoindre notre communauté de clients pour automatiser vos processus et donc accélérer votre transformation. Je vais repasser sur la partie questions. Alors, on se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Mohamed, j'ai une question pour toi. Donc, vous avez rapidement évoqué la notion de data hub dans votre use case. Quel rôle joue l'ordonnanceur Opcon dans ce cadre? Alors, effectivement, dans le use case qu'on a présenté, il y avait une notion de data hub script. Donc, ce client-là, dans ce contexte-là, fait appel à cette architecture de flux un peu particulière. Donc, le but est tout simple, hein, on a beaucoup de flux interapplicatifs dans les entreprises, et ce client-là, pour rationaliser, optimiser ces flux-là, passe par cette logique de hub. C'est un peu à l'image d'un switch au sens réseau, d'une multiprise électrique. On a un point d'entrée et des consommateurs. C'est la même chose pour ce data hub. On va avoir un maître sur une entité de données et des consommateurs sur cette donnée. Et tout ça optimisé par cette logique, cette architecture data hub. Et Opcon est particulièrement important dans ce cadre-là parce que il faut effectivement orchestrer cette multitude de demi-flux du coup, et puis donner une vision transverse, sans cette image du data hub, transverse du flux. Mon flux client, c'est bien à exécuter de bout en bout, cross data hub. Et Opcon permet de donner cette vision-là dans ce cadre de projet interapplicatif. Merci. J'ai une deuxième question. Quel est le temps moyen pour installer et paramétrer la solution afin qu'elle tienne ce rôle de chef d'orchestre? Alors, avec la partie conteneurisation, c'est relativement rapide. Par exemple, sur Kubernetes, en 5-10 minutes, la plateforme est prête. Après, il y a toute la partie implémentation qui, là, va réellement dépendre en fait des projets. Mais la plateforme en soi est relativement rapide à mettre en œuvre. Quelques minutes.
Très bien, merci. Je n'avais pas d'autres questions. Très bien, merci. J'espère du coup que ce webinaire a été intéressant pour vous. Nous nous tenons à votre disposition pour approfondir les différents points abordés, que ce soit sur la partie BI, donc avec Incepti, ou les aspects ordonnanceurs, des questions liées à l'ordonnanceur avec François. N'hésitez pas surtout à nous contacter du coup pour une démo, où vous avez nos coordonnées sur le slide présent, ou à utiliser le QR code que vous pouvez voir qui aboutit sur un lien de demande de démonstration. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et une très bonne journée à vous tous. Merci.